Bon, et après, la fête dans le vestiaire, la musique brésilienne. Ouais, on s'est un peu enflammé. Ouais. Je reconnais que le groupe s'est vu trop beau. Le suspense, l'émotion, tu laisses des forces quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode consacré à William Ayache. On va parler de l'équipe de France, la Coupe du Monde 86, du reste de sa carrière en club. C'est parti. Avant d'entamer l'année 86 et en équipe de France qui a été quand même assez intéressante. Pour Nantes, sur les 7 ans que tu passes en pro, 2 fois premier, 3 fois deuxième, 2 fois sixième, c'est des résultats exceptionnels. Ouais, mais c'est des résultats exceptionnels parce que groupe exceptionnel. On avait les meilleurs joueurs. Alors bon, qu'est-ce qui a manqué Nantes? Qu'est-ce qui a manqué à Nantes à ce moment? C'est les moyens. Il y avait pas de moyens. Donc, et c'est pour ça que, voilà, après, ben, écoutez, on a fait comme tout le monde, on est parti, mais bon, il a manqué les moyens, mais moi, je le dis haut et fort, mes plus belles années, c'est à Nantes. Et pourtant, j'ai eu la chance de jouer à Paris, à Marseille. Mais pour moi, je vais pas cracher dans la soupe, mais j'ai pas pris autant de plaisir. Et qu'est-ce qui fait justement que tu pars de Nantes en 86? Mais parce que ça fait quoi? Ça fait presque 8 ans. J'avais envie peut-être de voir autre chose. Bon, ouais, peut-être que je me suis un peu enflammé. Mais bon, j'aurais dû peut-être rester à Nantes. Je pense que je fais le mauvais choix de partir à Paris. D'accord. Je fais le mauvais choix. Parce que d'abord Paris avait été champion et qu'il y avait du monde. Bon, ils avaient pris Fabrice Poulet, Michel Bibard, bon, que je connaissais bien, et à cette époque-là, j'avais Bordeaux, et je pense que Bordeaux me convenait mieux. Voilà, l'ambiance, Aimé Jacquet, très parce qu'après j'ai eu Aimé à Montpellier, très un peu comme Coco, pas calculateur, mais très cartésien. Ouais, sévère mais juste. C'est juste, voilà, c'est travailleur, on part pas dans tous les sens. Donc voilà, j'ai fait une erreur et bon, après j'ai fait une saison correcte sans être exceptionnel, mais je me suis pas trop senti voilà. Souvent, les joueurs, notamment à cette époque, qui partent, c'est principalement aussi pour des raisons financières parce que leur club formateur oui, c'est vrai. Considère un peu à juste titre qu'on peut les payer au lance-pierre et qu'ils seront fidèles pendant 45 ans. Est-ce que c'est à peu près la même chose pour toi ou c'est un peu différent? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, bon, voilà, moi, je crois que par rapport à Nantes, ouais, je multiplie mon salaire par 3. Donc voilà. Bon, après, bon, c'était pas non plus, voilà. Hein, mais et après, j'avais envie de voir autre chose. Bon, même si ça, même attention, hein, même si ça, voilà, même si ça m'a, j'ai découvert autre chose. Paris, bon, jouer au parc, c'est magnifique, mais après, bon, on a eu une saison difficile en Coupe d'Europe et c'est l'année où Monsieur Borrelli prend 3 avant-centres, Bocandé, Alilodzic et Zureb, et Rosto, comment tu peux jouer? Bon, voilà. Mais bon, après Paris, grand club et voilà. Mais bon, pour moi, je suis nantais de cœur et bon, ça restera mon club. Bon, voilà. À Paris, c'est l'année post-championnat, effectivement. Tu arrives, c'est Gérard Houllier qui a aussi un côté un peu professoral, un peu comme Ciodo, mais peut-être. Alors, avec tout le respect que je dois à Gérard Houllier, mais rien à voir avec Okuchel. D'accord. Voilà. Alors, tu peux nous dire un peu plus en détail? Rien à voir, c'est-à-dire que bon, sur l'explication, sur le savoir, bon voilà. Après bon, il a fait une immense carrière, mais bon, j'ai jamais été fan de bon. Après bon voilà. Après, je suis peut-être direct, mais j'ai jamais été fan de Gérard Houllier. Voilà. T'es pas le premier, hein. J'avoue que c'est un entraîneur qui laisse personne indifférent. Soit après, tu as les fans, soit les autres. Avec tout le respect que je dois à Gérard, bon, il a gagné je crois la Ligue des Champions de Liverpool, voilà, mais bon, il m'a pas marqué. Voilà. D'accord. Mais bon. La façon dont il gère le cas Ginola, ça t'a surpris, toi, quelques années plus tard? Oui, tout à fait. C'est bien du Gérard Houllier, voilà. D'accord. Mais oui, il faut bien un moment qu'il y ait un fusible. Alors que bon, je m'excuse, si on regarde le début de l'action, le corner, et après, les fautes de chacun. Les fautes de chacun, que ce soit
Comment? Oui, il y a des fautes individuelles à peu près. Ben oui, les fautes de chacun. Je crois qu'il y a Rénal Pédois, il y a Emmanuel Petit, il y a Alain Roche, je crois que dans les buts, c'était Bernard Lama. Ouais. Il y a, même Laurent Blanc, il y a des fautes sur l'action. Quand le mec, il va frapper. Et il incrimine un type, un David Ginola qui méritait pas. Donc, malheureusement, mais bon, c'est bien du Gérard Rouillet. Voilà. D'accord, paix à son âme quand même. Oui, non, mais moi après, je ne critique pas. Non, mais moi après. Non, mais je rigole. Ouais, mais moi après, tu m'as demandé, Ouais, bien sûr. Là, je rigole, bien sûr. Même, c'est mieux d'être transparent. Exactement. Donc, Paris, tu en gardes pas un très grand souvenir? Non, j'en garde un bon souvenir, mais bon, voilà, je me suis trompé. J'aurais pas dû y aller, voilà. Bon, voilà. Écoutez, après, on a des regrets, mais bon, là, vous me permettez d'en parler. Bon, voilà. Non, mais bien sûr, c'est évidemment. T'es pas le premier à vraiment. On a eu Maxime Bossis qui a un petit peu. Le Racing. Voilà, non, il va au Matra. Il y a plein de joueurs qui partent de leur club formateur justement parce que, comme le disait Guillaume, ils font un peu partie des meubles et les dirigeants estiment t'as envie de voir autre chose, mais bon, tu vas dans un club comme Paris, recrutement 4 avant-centres et c'est toujours difficile l'après-titre, c'est-à-dire t'es champion derrière. T'as une grosse pression et au final, je crois qu'on s'est tous plantés, voilà. Ouais. Mais bon, je garde, voilà, un parc pour moi, c'est un des plus beaux de France, le Parc des Princes. C'est pour moi un stade mythique. Juste avant que tu partes à Paris, tu as cette compétition exceptionnelle à laquelle Guillaume faisait un petit peu allusion, c'est cette Coupe du Monde 86 où tu joues quasiment tous les matchs, à part le match contre le Brésil où tu es suspendu. Ouais, je suis suspendu à ma grand désespoir parce que je prends deux cartons jaunes contre la Hongrie et l'Italie. Ouais. Quelles sont les ambitions de l'équipe quand vous... Alors déjà, est-ce que tu es certain d'en faire partie? Toi, tu sens que t'as pas mal de certitudes que tu vas faire partie de l'aventure avant le début de la compétition? Dans la mesure, je pense que tu fais les matchs de qualification. Voilà, ça se passe bien. Tu fais les matchs de préparation. Voilà, l'Argentine, je crois qu'on avait fait d'autres matchs à Mexico. Donc après, voilà, tu es pris dans le groupe et après à toi de jouer. Mais après, comme je dis, c'était facile de jouer dans cette équipe parce que je trouve, c'est mon avis. Je crois que quand tu es un bon joueur, pas un grand joueur, quand tu es un bon joueur, quand tu joues avec des grands joueurs, c'est facile. Ouais. Je pense. Et toi, c'est ta deuxième grosse compétition après Los Angeles. Est-ce que Los Angeles, ça t'a aidé pour appréhender Mexico ou pas du tout, honnêtement? Ouais, peut-être. Certainement. Je peux pas Non. Non, je crois pas. Mais bon, c'était un plus. Mais bon, là, c'est la catégorie au-dessus quand même. Ouais. Parce que là, tu joues quand même avec les meilleurs joueurs français. Quand tu as un milieu de terrain, Giresse, Platini, Fernandez, Tigana, Bossis, Battiston, Amoros, Roche, c'est du très lourd. Et croyez-moi, je m'intègre bien dans cette équipe et je m'intègre bien. Voilà, c'est une équipe qui me convient, eux ils me conviennent parce que je joue avec mes qualités et je joue avec Giresse sur le côté et je m'entendais je m'entendais très bien avec Alain Giresse. Donc voilà, j'ai joué presque les yeux fermés. Alors je savais ce que j'avais à faire parce que d'abord c'était mon rôle de défenseur, mais j'avais cette possibilité de prendre le couloir comme je l'ai pris, comme Manu Amoros le prenait, mais c'était facile de jouer dans cette équipe. Bon, en sachant que tu as des qualités. Si tu n'as pas de qualité, tu peux pas jouer dans cette équipe. C'est certain. C'est comme dans toutes les équipes du championnat de France. Si tu peux, à Paris, il faut être un bon joueur pour jouer. Alors bien sûr que tu as des joueurs comme Dembélé, comme Neves, comme Vitinha qui te bonifient, mais il faut que tu sois à la base un bon joueur. Et donc c'est marrant que tu parles de Giresse parce que je crois que la première fois que tu joues contre lui, il n'en garde pas un super souvenir. Oui, parce que Coco Chiodo me demande de faire marquage individuel. Et donc, alors je crois que je le vous vois. Je dis, mais je suis désolé, mais non, mais c'est sérieux. C'était à Bordeaux, au stade Lescure, et
et Coco me dit, bon, écoute, tu vas prendre à Légérès, et bon, c'est vrai que difficile à marquer parce que des petits appuis, centre de gravité très bas, bon, en plus, il tournait facilement sur lui, donc je lui chatouille un peu les chevilles, et bon, 2 ou 3 fois, je lui dis, bon, pardon. Non, mais oui, mais bon, c'est vrai. Donc, voilà, donc, je lui dis, mais écoutez, j'ai pas la chance, mais bon, je dois vous prendre au marquage, donc, et je me rappelle, je l'avais vous voyez. Ah, c'est très Du bien respect, mais tu fais le job quand même, hein. Même avec un peu de respect, tu fais le job. Oui. Ah oui, après, bien sûr, après, c'est mon club, hein. Après, s'il fallait lui mettre un coup, je lui mettais, hein. Parce que René Girard, à Bordeaux, il la mettait. Donc, s'il fallait mettre un coup, non, mais après, bon, et après, j'ai eu la chance de le retrouver en équipe de France. Non, ça a été un régal de jouer avec cette équipe, croyez-moi. Mais quel plaisir, comme de jouer avec Nantes. Un plaisir. Dans cette Coupe du Monde, là, il y a d'abord la phase de groupe, là, contre Canada, URSS et Hongrie. URSS, ouais. C'est quoi tes souvenirs sur ces 3 matchs? Les 3 matchs, on fait une entame difficile contre le Canada. Moi, je me blesse avant le Canada à la cuisse. Je suis à 2 doigts de rentrer en France. Wow. Oui. Et ouais, bien sûr. Je me blesse à 1 semaine. Je dis putain, mais c'est pas possible. À 1 semaine, ouais, je me blesse. Et bon, donc, je joue pas le premier match. C'est Thierry Tussaud qui joue. Et je rentre contre la Hongrie. Et après, je fais marquer un but à Yannick Stopira sur un centre de deuxième poteau. Magnifique, ouais, ce centre. Et après, je joue contre l'URSS où on fait contre l'URSS un partout. Et après, bon, tu rentres dans ta Coupe du Monde et là, après, tu joues sur un match. Parce que là, c'était les poules. Donc, tu pouvais te permettre de faire un match nul, voire de perdre. Mais bon, si tu perds, c'était pas très bien. Mais tu pouvais te permettre de faire un match nul en poule. Et après, tu rentres. Là, c'est match éliminatoire contre l'Italie avec Altobelli, avec Chirea, Conti. Là, là, tu t'aperçois que tu montes en grande. Là. Et Altobelli, toi, tu l'avais déjà rencontré avec l'Inter et tu l'avais bien maîtrisé. Ouais. Et tu l'avais bien maîtrisé dans mes souvenirs. C'est surtout Max qui l'avait bien pris. Parce que bon, Max jouait à l'époque à Nantes et je sais que Max l'avait bien pris. Et dans ce match contre l'Italie, Max Bossis fait un match exceptionnel. Moi, je marquais Bruno Conti. Ah oui. Chiant, parce que dribbleur. Mais il avait perdu de sa vitesse de 82. Et alors, tous les joueurs qu'on a eu de cette période 86 nous racontent combien ce match contre l'Italie est important pour Platini et qui va voir chaque joueur en lui donnant des petites consignes avant le match. Oui. Qu'est-ce qu'il te dit moi, il me dit, William, bon, ben, t'as compris, hein, d'abord, ton rôle défensif, prends-le, et après, écoute, bon, tu sais ce que t'as à faire, hein. Quand t'as le ballon, tu nous trouves. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Ouais, il était un peu comme ça, Michel. Il était un peu, pas professeur, mais bon, après, c'est normal. C'était quand même Platini. Et après, bon, il fallait jouer avec ses qualités. Donc, voilà. Et moi, je savais ce que j'avais à faire. D'abord, faire mon travail défensif et après, quand je pouvais, voilà, je prenais le couloir. Mais d'abord, bien défendre. Et dans quelle mesure avoir Bossis à tes côtés te rassurait quand tu étais en équipe de France? Ben, d'abord, il me connaissait depuis longtemps et bon, ouais, c'était un plus pour moi, mais je crois que j'ai été bien accueilli aussi par Baptiste, par Manu, par Joël Batz. Donc, ouais, ils m'ont mis dans les meilleures conditions. Mais bon, j'avais déjà fait, je crois, 10 ou 12 sélections. Ouais, donc, et puis t'es double champion de France. Acquéri, voilà, voilà, de l'expérience et bon, et finalement, j'étais bien à mon poste. Puis tu avais ton slip porte-bonheur, ta serviette porte-bonheur. J'avais tout. J'avais tout. Et même les pompes. Ah, les pompes aussi, tu les gardais? J'avais les pompes que pour le match. Jamais l'entraînement. Ah, waouh. D'accord. Donc, elles devaient être bien souples ou quasiment souples, c'était des World Cup. Et à l'époque, avoir des World Cup, c'est comme si tu avais une Rolex au pied. Non, mais c'est vrai, hein, c'était les meilleures chaussures. Donc, t'en prenais soin. Ouais. Avant que la compétition commence, est-ce qu'il y a une ambition qui est énoncée clairement au sein du groupe que vous y alliez pour la gagner, cette Coupe du Monde, ou est-ce que vous n'en parlez pas ouvertement? De par le parcours de 82, je crois que
ouais, que le groupe avait les moyens d'aller en finale. Parce qu'en 82, ils doivent aller en finale. Ouais. Ils doivent aller en finale. Donc, la plupart des joueurs étaient en 86. Donc, l'ambition d'aller le plus loin possible. Et bon, tu tapes l'Italie, tu tapes le Brésil. Bon, le problème, c'est que tu tombes l'Allemagne. Et le Brésil, il avait plus, l'équipe a laissé des forces. Bon, parce que moi, j'étais suspendu, donc j'ai pu voir le match. Et l'équipe a laissé des forces. Ouais. Dans les prolongations, elle a laissé des forces. Terrain gras. Tu joues 3 jours après. L'Allemagne qui avait fait un match, qui avait tapé les Belges, je crois. Je crois qu'ils avaient tapé, je crois, hein, les Belges. Non, les Belges, ils jouaient à l'Argentine. Ils avaient joué contre les Argentins. Non, ils avaient joué donc c'était pas les Anglais, parce que les Argentins avaient joué contre les Anglais. Les Allemands, Non, les Allemands, ils avaient joué le Mexique. Ils avaient joué le Mexique, qu'ils avaient gagné aussi au tir au but d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc, ils avaient fait des prolongations. Mais bon, je sais pas, bon, peut-être que le groupe s'est vu trop beau, je sais pas. Et on c'est exactement ce que dit Amoros, ouais. Ah, on s'est vu peut-être trop beau et je trouve que, alors on a joué à un horaire, je crois qu'on a joué à 12h30, je crois. Je crois qu'on avait joué à 12h30 ou 13h. c'est possible parce que ça devait être, il devait être 20h hors de Paris, hein, donc heure de Munich aussi, hein, donc ça devait être dans l'après-midi. Ouais. Donc je crois qu'on avait joué en début d'après-midi. Il faisait chaud et en plus le terrain était gras. Il avait plu pendant 2 ou 3 jours à Guadalajara. Mais Henri m'a refait confiance, mais l'équipe était un peu émoussée en fait. Est-ce que tu as subi justement parce qu'il y avait une pression atmosphérique qui était un peu différente au Mexique que dans les autres pays. Est-ce que toi qui cours beaucoup, qui étais athlétique, est-ce que ça a eu un impact toi sur ton quand même, il te fallait faire une bonne préparation. C'est pour ça qu'on a fait une préparation à Font-Romeu pendant 1 mois et tu le sentais quand même. Alors, je reconnais que moi j'aime les chaleurs, mais l'altitude, l'humidité, crois-moi, dans les efforts, c'est pas que tu les calculais, mais quand tu commençais à monter, à revenir, à un moment, tu commençais à le payer. Et est-ce que toi, tu vois ce match contre le Brésil du banc ou même pas, ou je sais même pas si c'était sur le banc? J'avais pas le droit d'être sur le banc. Donc dans les tribunes, exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Alors raconte-nous un petit peu quelles sont tes impressions de ce match, toi qui as un point de vue privilégié. Eh ben, on fait d'abord une ambiance exceptionnelle. La samba dans tout le stade, jaune et vert, que des Brésiliens. Comme à Nantes. Et là, tu te dis bon, ok, bon, quand tu vois l'équipe annoncée, Careca, Muller, Zico est sur le banc, Socrates, Junior et Digno, je crois qu'il y avait Rolio César, Josimar, Branco, je crois. Il y avait du lourd. Et on fait l'entame de match très difficile, parce que Henry, si mes souvenirs sont bons, Amoros reste arrière gauche. Il fait passer Luis Fernandez latéral droit. Et Thierry Tussaud joue numéro 6. Parce que moi, j'étais suspendu. Et là, au bout d'un quart d'heure, Henry change. Parce que bon, Luis va pas être content, mais Luis, il prend un turbin. Et Luis, latéral droit, c'est pas un latéral. Alors, il était latéral à l'Euro 84, mais il jouait il a fait une fois contre la Belgique, ouais. Mais il avait personne devant lui. Là, il a Branco et je crois qu'il a aussi un mec sur le côté. Donc, il a une des meilleures équipes du monde. Hein. C'est pas ouais. Henry, c'est ça aussi le rôle de coach. Il modifie l'équipe tout de suite. C'est-à-dire qu'Amoros, de la gauche, il passe à la droite. Thierry Tussaud passe arrière gauche, qu'il avait l'habitude de jouer à Nantes. Et Luis Fernandez repasse au milieu, comme il était habitué avec le trio Giresse, Platini et Tigana. Et là, l'équipe revient dans le match. Et là, tu t'aperçois que que c'était attaque défense et le Brésil attaquait, la France répondait. Il y a je crois que Michel Platini marque sur un centre de Stopira, je crois. Hein. Voilà, c'est Stopira qui descend le gardien en faisant une tête plongeante. Et je sais plus qui c'est qui fait le centre. C'est peut-être Amoros, je sais plus. Ouais. Oui, je crois que c'est en tout cas, et Michel reprend Platini. Ouais, au deuxième poteau. Le jour de son anniversaire, ouais.
Et après, il y a une action exceptionnelle de Bruno Bellone qui doit tomber dans la surface, mais il tombe pas. Et l'arbitre ne siffle pas penalty, alors que s'il tombe, Bruno, il y a penalty, mais bon, un suspense, une émotion. Moi, je me rappelle, j'étais à côté des épouses, mais un stress de malade. Après les prolongations, bon, mais tu vois qu'il y a pas de but, et après le tir au but, et bon, après c'est pas la loterie, mais Bruno tire le deuxième ou troisième penalty, il frappe le poteau, il frappe le dos du gardien et il rentre. Est-ce que tu regardais, toi, les pénaltys ou tu te cachais les yeux? Ouais, j'étais pas très courageux. Bon, j'avouerai que bon, je regardais, mais bon, en tournant la tête, en espérant qu'il marque. Ouais. D'accord. Ouais. Et après, bien sûr, Louis qui est bon, qui est très fort là-dedans, qui tire le cinquième, qui avait dit à Henri Michel, je vais être le cinquième. Bon, après ça c'est bon, voilà, Louis aimait tirer les pénaltys, mais le dernier. Et voilà, bon, et après, imaginez-vous la fête dans le vestiaire, la musique brésilienne. Ouais, on s'est un peu enflammé. Ouais. Je reconnais que bon, voilà, que peut-être que le groupe s'est vu trop beau. Ouais. Alors attends, quand Platini rate son penalty, toi qui es un peu anxieux, superstitieux, qu'est-ce que tu te dis quand Ben là, il le tu te rate? dis, merde, si lui il rate, bon, et qui c'est qui va marquer? Mais bon, au final, Bruno a marqué, Manu a marqué, Louis a marqué, et après, il Stopira y en qui a deux marque qui le ont premier. raté, je crois. Hein. Il y a Brésilien, ouais, Non, il n'y a qu'un seul Français il y qui a a, manqué, il y c'est a Michel, et il y a Branco, deux Brésiliens qui ont manqué. ouais, il y a Ah, et Branco Stopira a et marqué. Socrates. Stopira a marqué. Ouais, Sopira marque en premier, je crois. Ouais, Ouais, Stopira, Stopira marque donc le ils ont, premier. et sauf Michel, donc après tu te dis, bon, allez, il faut un peu de chance, et au final, bon, ouais, tu passes, ouais, c'est une soirée exceptionnelle, parce qu'après, moi, je descends dans les vestiaires, et là, ça chantait de tous les côtés, ouais, il a raison, Manu. Je crois que peut-être le groupe s'est un peu enflammé, ouais. Donc après, tu as la récupération, il a plu pendant 3 jours à Guadalajara, le terrain un peu gras, pas très bon, et, euh, et on n'a pas de. Bon, on prend un but con contre l'Allemagne. Là. Bon, je crois que c'était Breme, Schwalbat Bremeux là sur coup qui se franc. trouve un petit peu, ouais. Ouais, bon après ça arrive. Hein. Et on a l'occasion en seconde mi-temps de revenir. Max a eu l'occasion sur un corner. Énorme occasion de bosser ça. Oh énorme, il doit marquer Max. Et je crois que si on marque, ils reviennent pas. Parce que après, qu'est-ce qu'on a fait? On a acculé les Allemands dans leur camp. Mais bon, finalement, au voleur, ils marquent en contre. Ils marquent en Ouais, contre. bah, c'est la Autrement, ils dernière n'ont pas minute, hein. d'occasion. Il reste 30 secondes, ouais. Ils n'ont pas d'occasion. Et Max, il a une occasion, mais de folie. Je sais pas comment. Après, c'est pas évident de la mettre. Mais il aurait dû la mettre. Voilà. Alors, je crois qu'il savait le pied je crois que ça avait le pied. Et il doit la mettre au fond. Et à un partout, tu reviens. Parce qu'ils étaient Ouais. cuits, les Allemands. Cuits. Ouais. Ça tient à peu de choses. C'est ton plus grand regret, cette demi-finale? Ouais, c'est mon plus grand regret, ouais. Ouais, parce que bon, tu te dis que tu as les moyens d'aller au bout. Tu as les moyens, ouais. T'as les moyens, parce que bon, ils étaient pas dominateurs, les Allemands. Pas dominateurs, c'était une grosse équipe. Mais Ouais. bon, je vous promets, on fait une seconde mi-temps, mais si mes souvenirs sont bons, ils ont pas beaucoup d'occasions. Ouais. Ils Mais il y a pas, subissaient. dans mes souvenirs, il n'y a pas énormément de grosses occasions Non. du côté français non plus. C'est un Non, peu non, un mais non à partir du but, l'Allemagne, c'est très, c'est un match qui est assez lent, je trouve, et oui, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'occasions. il n'y a pas beaucoup d'occasions, c'est un match haché, il y a peu Oui. d'espace, les Allemands se replient, nous aussi, et c'est vrai que bon, ça tient à pas grand-chose. Si Max marque sur le corner, mais on revient sur eux, c'est sûr. Ouais. Mais bon. Justement, à la mi-temps, parce qu'on en parle, je pense que les auditeurs doivent en avoir marre parce qu'on parle toujours de ce match et on fait toujours cette comparaison avec la finale de 2022, France-Argentine, où, en tout cas vu de l'extérieur, les Bleus, on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment rentrés dans ce match. Et à la différence de Deschamps qui fait des choix assez radicaux, même avant la fin de la première mi-temps, en 2022, Henri Michel a peut-être un peu plus de mal à injecter du sang neuf, à faire entrer des Ferreri, à faire entrer du Vercruis, alors que Giresse est fatigué, alors que Platini est blessé. Giresse est fatigué, Michel a mal au tendon d'Achille, et oui, mais bon,
Alors évidemment, Après, c'est facile, hein, rétrospectivement, 40 ans plus tard, de dire c'est ce qu'il aurait ouais, dû non, faire, mais mais même peut-être que Henry pensait qu'on allait revenir. Bon, l'occasion de Max, alors peut-être qu'il aurait dû faire entrer avant. Il y avait Jean-Marc Ferreri, il y avait Philippe Vercruis, il y avait Daniel Zureb, ouais. Il y avait Rocheteau. il y avait Dominique Rocheteau, ouais, parce qu'il jouait pas, Dominique. Il jouait pas, Dominique, contre les Non, Allemands? il jouait pas. Il jouait pas. Stopira. Je crois que Zurek joue ce C'était match. Stopira exactement. C'était Stopira et Belon qui jouaient D'accord. et pas Et pas de- Rocheteau. Ouais. Et alors, avant ce match, la question qu'on se posait, c'est qu'on imaginait, nous, Guillaume et moi, que vraiment il y allait avoir une énorme mobilisation des rescapés de 82 qui avaient fait cette demi-finale et qui aurait un énorme sentiment de revanche. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas, que peut-être le match, comme tu disais, contre le Brésil a absorbé énormément d'influx et qu'il n'y a pas vraiment eu cette, je sais pas comment dire, cette revanche, cet esprit revanchard. Ouais, non, je suis un petit peu d'accord. Bon, on aurait pu supposer que l'équipe de France s'impose et se révolte, en fait. Et, Ouais, c'est et ça. j'ai trouvé bon, après, moi, je l'ai vécu, donc, et moi, je rentre où je me dis, bon, putain, j'ai pas joué contre le Brésil, je vais avoir du jus. Et je crois que j'étais à l'image on a manqué un peu de fraîcheur. Je sais pas, je crois Ouais. qu'on a manqué un peu de fraîcheur. Et bon, c'est vrai que le match contre le Brésil, le suspense, l'émotion, tu laisses des forces quand même. Et alors, par contre, pour le match pour la troisième place, Toi, tu joues pas, toi. Non, non, parce que je pense que d'abord, il faut faire jouer tout le monde et Henri avait envie de faire jouer. Je crois qu'il a fait jouer Michel Bibard, Thierry Tussaud, donc c'est normal de faire tourner tout le monde. Donc moi, bon, mais je sais pas jouer, mais en plus j'avais C'est la plus touriste. Yvon Leroux qui joue. C'est plus Yvon Leroux et Bibard, effectivement. Oui, c'est ça. Henri décide de faire jouer. Mais en fait, c'est là que ça s'est appelé les coiffeurs, parce que c'est en 86, c'est pas en 82. L'expression les coiffeurs. alors là, par contre, je serais heureux d'entendre ta version parce que pour Bruno Bellone, c'est lui qui l'invente en 82, l'expression. Alors, bon, alors, Non, vas-y, on écoute, on est en train non, de mais refaire alors, tu vois, l'histoire je là. pensais que c'était en 86. Autant pour moi, tu Alors vois. peut-être qu'il est, alors ceci dit, il est plus ou moins remplaçant sur les deux compétitions, Bruno, donc Je sais, peut-être. parce que je vis avec lui à Cannes, donc je connais. Oui, Tu pourras voir avec lui, tu pourras lui demander. Mais lui, il nous dit que c'est lui qui l'a inventé en 82 quand il joue les premiers matchs sur le banc. Alors peut-être. vas-y, moi j'aimerais bien entendre ta version. Ah non, mais moi, ma version, j'entends, mais les mecs qui jouaient pas, qui jouent aux cartes, c'était un groupe de jeunes dont moi je faisais partie, mais moi après je jouais, et ils s'étaient appelés les coiffeurs. On les appelait les coiffeurs, mais je pensais que ça avait été créé en 86. Mais si Bruno dit en 82, je vais pas le. Alors ce serait pas le premier souvenir qui est un peu révisé de ce que nous a raconté Bruno. Il y a eu au fil des épisodes, il y a quelques mémoires qui apparemment ont été un peu recalibrées, notamment ces confrontations avec Schumacher dans le couloir en 82. Enfin bref, les auditeurs auront la référence parce qu'il raconte qu'en 82, il se fait pousser dans le couloir par Schumacher avant le match, que Schumacher est complètement shooté. Mais Bruno? Ouais, Bruno nous raconte ça en 82. Mais Manu Amoros nous raconte qu'il n'y avait pas de couloir en 82 en fait, donc ça n'a pas pu arriver. Donc voilà, ça fait partie des aléas du. Bref. Donc je sais pas. Et toi, t'es pas frustré de pas le jouer ce dernier match? Non, parce que bon, on fait partie d'un groupe et après c'était mes potes, Yvon Leroux et Michel Bibard et voilà, c'était mes potes et je crois qu'ils jouent à Nantes, Yvon Leroux. Ouais, Yvon avait joué une saison avant à Nantes. Ouais, donc j'avais joué avec Yvon, Michel était à Paris. Non, moi je trouve ça logique de faire jouer, de faire jouer les copains et après c'était pour la troisième place. Et c'est souvent un match qui est difficile à négocier mentalement. Oui. Comment vous arrivez à vous remobiliser pour aller chercher la médaille de bronze, sachant qu'en 82, ça avait été un peu. Ils avaient perdu en 82, je crois, contre la Pologne. Ouais, et 3-2. Et non, mais après, je crois qu'il faut un match sérieux. Je pense que la Belgique avait dû faire certainement tourner. Et après, les mecs qui n'avaient pas joué, comme Bruno, comme Yvon, comme Michel, étaient motivés. Donc voilà. Ouais, non, c'était un beau match. Je me souviens que c'était un très 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 beau match. J'ai pas trop de souvenirs. D'accord. Quand tu repenses maintenant à cette compétition 86, c'est quoi les flashs qui te reviennent à l'esprit? Les flashs,
Le premier match de Coupe du Monde que je fais contre qui? Contre la Hongrie. Ouais, Hongrie. Ouais, contre la Hongrie, c'est la demi-finale quand pendant les hymnes, tu te dis putain, mais bon, c'est la question que je me pose. Je suis là en train d'écouter la Marseillaise et je me dis mais putain, t'es à une demi-finale de Coupe du Monde. T'es à un match de la finale. Wow. Voilà, et après te dire que pour toi, footballeur, c'est la plus grande compétition. Parce que tu vois les meilleurs footballeurs. Ouais. Ouais, jouer une demi-finale de Coupe du Monde, ça doit être évidemment pour nous les deux losers. Les deux losers qui Ouais, faisons c'est ça. semblant de comprendre ce que c'est, mais évidemment c'est ton métier, donc c'est pas ton premier match important. T'as joué des matchs de Coupe d'Europe, t'as joué des matchs plus près. Mais là, c'est quand même, t'as une finale olympique, une demi-finale, c'est quand même. Le lec. Il y a quand même la pression parce que tu peux pas te louper, mais bon, finalement, c'est pas qualifié, donc on sait. Mais alors, à quoi tu penses justement quand t'as les hymnes, le match va bientôt débuter? Tu penses à quoi? Tu fais le vide, tu stresses, tu penses. Tu essaies de faire le vide, tu penses à ta partition à toi, tu te dis bon, et à ta partition dans l'équipe, parce que moi je venais de rentrer. Bon, a priori, j'ai plus de fraîcheur que les autres. Ouais, non. J'ai plus de fraîcheur. Bon, je tombe sur Klaus Allofs qui était chiant à marquer, qui était un client. Après, j'avais Briggle sur mon côté, donc il y avait du boulot. Et bon, et après, il faut reconnaître que ce but, le premier quart d'heure nous fait mal, parce que ils sont pas vraiment dangereux, mais le premier but nous fait mal. Ouais. C'est à l'allemande, quoi, à l'expérience. Ouais, à l'expérience. Après, derrière, ils nous attendent. Et après, je trouve qu'ils ont bien joué le coup. Hein. Et après, on est pris en compte sur le deuxième but. Et malheureusement, on a les occasions, mais on ne les a pas mises. On a les occasions. Mais comme je te dis, terrain gras, il avait plu pendant 2 ou 3 jours. Je pense que l'équipe avait laissé du jus contre le Brésil. L'après-match, un peu, on s'est un peu peut-être un peu enflammé, la musique dans les vestiaires, bon, voilà, on s'était un peu enflammé. Ouais, je reconnais que. Ouais. C'est marrant parce que on a du mal à imaginer que quelqu'un comme Platini, qui sait quand même qu'il joue sa dernière Coupe du Monde, à ce moment-là, je crois qu'il a déjà joué 3 ou 4 ans en Italie, qu'il n'arrive pas à recadrer le groupe à ce moment-là. Ça paraît. Et ceci, tout le monde dit ça, hein, ça paraît incroyable. Le problème de Michel, c'est qu'il était blessé au tendon d'Achille. Ouais. Donc, il entame la Coupe du Monde en étant à 60%. Ouais. Et il joue. Et il marque. Et bon, et il est présent quand même. Donc, voilà, il est important. Même Alain Giresse, bon, il le dit, il a manqué de fraîcheur contre l'Allemagne. Bon, voilà, bon, écoutez, c'est comme ça, malheureusement. C'est vrai que c'était un groupe que je parle de 82, 86 qu'aurait mérité, je pense, d'être champion du monde. Ouais. Notamment peut-être plus 82 parce qu'ils étaient pas loin. Mais bon, ils n'y ont pas été. Donc, bon, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est 98 et 2024. Alors, tu dis ils auraient mérité plus 82. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que l'équipe de 86 a un parcours qui est 100 fois plus difficile et l'équipe s'en sort très bien. Alors que finalement, l'équipe de 82, ils perdent contre l'Angleterre, ils font match nul contre les Tchèques, ils battent pas l'Allemagne, ils ont un parcours comme relativement facile. Oui. Alors que vous avez un parcours de taré. Oui, on a. Italie, Brésil, Allemagne, c'est quand même dur. Hein. Et l'URSS, qui était demi-finaliste de l'Euro. Merci. Et l'URSS, ils avaient 7 joueurs ou 8 joueurs qui jouaient au Dynamo de Kiev, qui avaient gagné la Ligue des Champions. Ouais. Belanov, Ratz, Belanov, le ballon d'or de cette année-là. Ouais. Dassaïev, ils avaient 8 mecs du Dynamo de Kiev. Donc je reconnais, oui, vous avez raison. C'est vrai que le parcours en 86 était plus compliqué, mais bon, on regarde quoi? On regarde au final. Et au final, t'as pas été champion. Alors une question que j'y ai repensé le jour, que j'ai jamais posée, mais que en fait on aurait dû poser à tous tes coéquipiers de 86. Est-ce que l'équipe de 84-86 aurait battu l'équipe de 98? Question débile, mais bon, c'est un peu ma spécialité. Elle aurait battu. Je pense. Tu penses?
Yes. Ok. Je pense. Bon, après, D'accord. attention, Ouais. je pense. Et est-ce que si vous battez l'Allemagne, est-ce que vous battez l'Argentine derrière en finale? Est-ce que vous les battez en amical quelques mois plus Ouais, tôt? on les bat en amical, mais au parc, bon, c'est match amicaux. Et bon, après, attention, la grande équipe d'Argentine avec Borruchaga, avec Maradona, Passarella, Borghi, Valdano, non, la grande équipe. Et après, je pense que l'Argentine, et je crois qu'il était sur un nuage quand même, Maradona. Hein, je crois que Donc, si je comprends bien, tu penses que vous auriez perdu la finale? euh, bon, en général, tu vas pour gagner, mais Ouais. Maradona quand même. Bon, on Ouais, y non, il aurait fait une été pour gagner, compétition mais incroyable. Ouais. comment? Il fait une compétition incroyable. Je veux dire, individuellement, je pense qu'il y a, en tout cas moi, je me souviens pas d'un joueur qui fait gagner Mais son équipe pour moi, hein, individuellement bon comme après, ça. bon voilà, pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Pour moi, Maradona. Ouais, je suis d'accord. Moi, après, voilà, mais ce qu'il fait ou ce qu'il faisait avec le ballon, mais on peut même pas le décrire. C'est Yamal, mais c'est encore plus, c'est Ouais. aussi rapide, c'est fluide. Et n'oubliez pas, c'est qu'avant, on pouvait tacler. Et on pouvait te rentrer dedans. Je me rappelle sa finale contre l'Atlético de Bilbao, à coups de pied, les mecs. Oh. Ouais. Mais maintenant, tu tacles le mec, tu prends un carton rouge. Ils sont beaucoup plus protégés. Ouais. Mais Ouais. maintenant, ils sont protégés. C'est normal. Que nous, avant, on pouvait tacler pas derrière. Et mais Maradona, il se dégonflait pas. Oh. Il avait pas peur, le mec. Et ce qu'il Ouais. faisait, c'est bon. Pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Pour moi. Hein. Moi, je suis d'accord. Enfin, j'ai pas vu jouer Pelé, hein, évidemment, mais je pense Il que y a Pelé, ça se joue entre les mais deux. Maradona, c'est un génie, le mec. C'est ce qu'il faisait, c'est un génie. Mais Bah, rien. après, mais souvent quand tu es un génie, t'es un peu fou. Mais en fait, il avait le défaut de ses qualités en fait. Ouais. Bah, quand tu vois ce qu'il fait en 90, il arrive à amener l'équipe en finale alors qu'ils sont une équipe horrible. L'équipe d'Argentine, vraiment horrible à Il chaque avait fois quand même un sur des coups joueur. d'éclat. Alors, il avait un bon joueur qui était Borruchaga avec qui que j'ai à Nantes et que j'ai vu parce que j'étais en Argentine il y a 10 jours. Ah, c'est marrant. Ouais, j'ai été parce que mon fils habite au Brésil et je lui dis, écoute, j'aimerais aller 4 jours en Argentine et j'ai rencontré Borruchaga. Exceptionnel. Il a 62 ans, donc il travaille à la fédération et on a pris un café, on a parlé de Nantes parce que bon, il adore Nantes. Ouais, bien sûr. Et c'est normal. Bon, on a parlé de Coco, des joueurs, et on a dit le plus mauvais coach à Nantes. Miroslav Blažević. Bravo. Ouais. Un imposteur. Bon, vous allez me trouver critique, mais non, c'est. Non, t'es bah pas- non, ouais. je sais pas s'il y en a un qui défend un Blažević, hein. imposteur, le mec. Un imposteur. Mais bon, après, écoutez, Non, mais on a eu Fabrice Poulain qui disait la même chose, hein, donc il n'y a pas de débat. mais je crois qu'il a pas eu, lui. Non, il l'a pas eu. Il l'a pas eu, mais il a eu. Tu vois, même ceux qui l'ont pas eu disent que c'est un imposteur, pour te dire. Moi qui est passé à Nantes, et le type. Ouais, parce que toi, tu l'as eu la deuxième fois que tu es revenu à Nantes. Mais jamais je dois revenir. Je reviens pour Coco Ciodo. Et moi, on m'annonce. Mais j'ai fait une connerie. Bon, je vous le dis, j'aurais dû rester à Marseille. Mais bon, on fait des erreurs. Mais bon, tu le payes après. Et je reviens pour Coco. Max Bouillet, qui était le président, il m'annonce au mois de juillet, Coco, on va pas le garder. Mais je suis revenu pour Coco. Je suis pas revenu. Et là, Blažević. Bon. Et surtout, rien à voir entre les deux, quoi. Bon, on va pas parler des. Voilà, on a déjà parlé malheureusement de Gérard Houllier. De Gérard Houllier. Bon, paix à leur âme parce que bon, les deux sont décédés, mais un imposteur, c'est bon. Comme il a été avec la Croatie, je crois avec la Croatie à la Coupe du Monde. Bon, ouais. Bon voilà. Il y a rien à dire, mais en tout cas, il fait partie des entraîneurs que. Je me dis, mais un imposteur. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Après, bon, en tout cas, j'ai pas fait avec lui une bonne saison. Ça a été une saison de merde à Nantes et ça n'a pas été un bon souvenir, mais je vais quand même garder les belles saisons que j'ai fait avec Coco, voilà.
D'accord. Fin de la Coupe du Monde, tu te retrouves. Alors, tu joues encore quelques matchs en équipe de France Ouais. dans un groupe qui est complètement renouvelé. Là, c'est un peu ouais, c'est l'après. Bon, voilà. Et moi, après, dans ma carrière à moi personnelle, c'est un peu difficile et je fais des mauvais choix et bon, et là, je plonge un peu. Bon, voilà. Je plonge un peu. Je traverse, je traverse un peu le néant et bon, je me retrouve une année sans jouer. Voilà, parce que bon, entre-temps, je suis revenu à Nantes. Après, je suis parti à Bordeaux. À Bordeaux, je crois Bon, que tu voilà. joues 20 Bon. minutes, hein, c'est ça? Enfin, tu joues pas beaucoup. Où? À Bordeaux? Ouais. Ouais, à Bordeaux, je fais tous les matchs amicaux. Tous les matchs amicaux. Arrière gauche, Lizarazu était ailier gauche et je me blesse 10 jours avant le début du championnat. Bon, après, voilà la carrière qu'il a faite, Lisa. Il joue et bon, voilà. Après, l'équipe a des résultats et après, je joue plus. Je suis prêté à Montpellier. Bon, un peu de lumière avec Laurent Blanc, Cantona, Julio César. On gagne la Coupe de France. Valderrama, Ouais. je rêve. Je gagne la Coupe de France, donc voilà, je me dis. Donc, Le retour. ouais, donc, le retour, bon, ouais. Bon, en tout cas, je gagne la Coupe de France. Je joue à Yargauche et avec Montpellier où ça a été une belle aventure aussi. Après, je galère un peu. Bon, je signe à Nice, mais après ils disent que bon, bon, c'est un peu compliqué. Bon, on me dit que je peux plus jouer parce que j'ai un problème de tendon, alors que c'est pas vrai. Donc, j'ai traversé une année difficile où je joue pas pendant un an. Au mois de janvier, Jean-Pierre Bernès me tend la main à l'OM et un joker social et je me relance à l'OM et en troisième division avec tous les jeunes, Bogossian, Tatarian, Libra, avec Gérard Gilly comme entraîneur. Et donc, ça me permet de me relancer pendant 6 mois avec l'équipe réserve et après de partir après à Nîmes. Voilà. Et après j'ai relancé ma carrière dans des clubs du Sud où il fallait de l'engagement, il fallait de l'investissement et finalement je me suis refait une santé à Nîmes et après j'ai fini à Cannes. Et comment rétrospectivement c'est une question difficile, hein, mais comment tu expliques que ta carrière elle est vraiment scindée en deux? Tu as jusqu'à 86 et ensuite tu as vraiment ces 5-6 ans de traversée du désert et c'est des mauvais choix de carrière, c'est des blessures, c'est quoi? Non, des mauvais choix, une blessure où, bon, je reconnais que j'ai jamais été blessé à Nantes et à Paris, je me blesse, je me tords la cheville, j'ai du mal à me soigner, je cours après ça, donc j'arrive à l'OM où l'OM, j'arrive, bon, j'avais pas beaucoup, non, à Paris, j'avais fait, je crois, 25 ou 27 matchs, 38. Et j'arrive à l'OM en début de saison. Bon, j'étais remis de blessure avec le Paris, donc je fais la préparation. J'ai un début difficile à l'OM, un début difficile parce que j'étais en équipe de France et ils pensaient que voilà le début de leur tapis. Je suis pris un peu en grippe. Je suis pris un peu en grippe par les supporters, alors que bon, je méritais pas plus que d'autres. Hein. Ouais. Et je traverse une période un peu difficile, ouais, que j'avais jamais connue. Donc, je suis chahuté un match contre Auxerre, ou pas que moi, mais après le match, j'étais avec un copain, un rugbyman, et on voit des supporters qui nous courent derrière. Bon, mon copain il me dit, on fait quoi? On sort? Et bon, il était gentil, ils sont 10, on n'est que 2, on fait quoi? Donc, on grille le feu. Derrière Banide, non, Antoine Bell, il lui pète le pare-brise. Banide, bon, il est arrêté aussi. Et ça m'avait perturbé. Je reconnais que... Comment? Oui, bien sûr, on imagine très bien Écoute, que c'est pas ça me perturbe. Ça me perturbe. Je me dis, merde, mais et j'avais jamais connu ça, même à Paris, où j'avais fait mes matchs, où il y a eu des fois où il y a eu des soirées sans, mais j'ai pas eu de la part des supporters. Bon, c'était pas que vis-à-vis de moi, mais ça m'a un peu perturbé. Donc, j'ai eu 15 jours, 3 semaines
c'est bon, voilà, j'ai refusé de jouer même un match, je me rappelle. Ah oui. C'est pas de moi. Ouais, j'ai refusé. C'était un match de Coupe d'Europe à l'OM et on était parti au vert et Tapi me dit, tu te sens? Non, je me sens pas. Et je refusais. Bon, et après, après, je me dis, bon, euh, il y a eu un truc qui m'a sauvé. Il y a eu l'équipe de France. On est parti faire une tournée en Israël. Et le sélectionneur, c'était Henry, et en fait, il m'a remis sur le rail. Parce qu'en fait, en équipe de France, voilà, c'était pas l'OM, et je me relance en équipe de France. Et là, je reprends la trêve, et je suis bon. Et à la trêve, et je fais 3-4 mois à l'OM où, bon, je retrouve des sensations. Et un jour, je suis rédacteur en chef un week-end. C'est-à-dire de tout le week-end sportif, rédacteur en chef du Provençal. Oui. Et je demande aux journalistes, c'était au mois de janvier, mais je voulais vous poser une question, mais pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Et là, il me dit, mais on va te dire la vérité. Tu devais faire un article avec nous au mois de septembre, et en fait, tu nous as ignorés. Mais bon, c'est pas vrai. J'ai dû peut-être oublier, mais de là à mériter autant de critiques. Et ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit, mais on s'était passé le mot, on va te carrer. Putain. Wow. Ah. Et non, mais c'est un truc véridique. Et en fait, à l'OM, quand tu joues, tu as un baromètre dans le Provençal et le Méridional. Donc, j'ai passé 6 mois nuageux. Parce que tu avais refusé de répondre à l'association. T'avais oublié. Ouais, ou même. Parce que enfin, le mec, même si tu avais refusé, c'est quand même délirant. Non, j'avais oublié parce que mais je veux dire, c'est encore pire. Ouais. j'étais en location. Bon, voilà, j'ai oublié. On va le carrer jusqu'à la fin du mois et je connaissais Monsieur Levrault, qui était le rédacteur en chef et le grand monsieur de Marseille, et qui était aussi un des bras droits de Tapi. Et là, il me met rédacteur. Et là, les mecs, ils me disent, oui, on s'est passé le mot, on va te carrer. J'ai dit, mais vous êtes des grands malades. À partir du mois de janvier, j'étais ensoleillé tous les week-ends. Et ouais. Bon, attention, je faisais les matchs. Ouais, bien sûr. Je faisais les matchs, j'avais retrouvé un truc, et j'ai fait une erreur. Je reconnais que Nantes est venu, et c'est vrai que cet intermède au mois d'octobre m'avait perturbé. Ouais. M'avait perturbé, mais j'ai été con parce que Bernard Tapie, je reconnais qu'il était un grand président qui me disait, mais William, c'est avec des mecs comme toi, et j'ai failli, je reconnais, et un jour, et comme quoi, je crois qu'il m'appréciait, et voilà, je me dénigre un peu, mais il avait été reçu comme il s'appelle, à RMC avec Jean-Michel Larquet. Oui. Et Jean-Michel Larquet lui pose une question, mais qui t'a déçu? Il a dit, putain, il y en a un il m'a déçu. C'est William Ayache. Eh bien, il a raison. Ouais, parce que parce qu'il y avait aucune raison. Voilà. Aucune raison de partir de Marseille. Aucune raison. Et en fait, il a dit, mais il a pas assumé. Et il a raison. Et je m'excuse. Et je devrais peut-être pas le dire parce que il y a prescription. Mais ouais, j'ai comme une forme de, ouais, c'est un peu, voilà, je me dis, mais t'as pas le droit. Et j'aurais dû rester à Marseille. J'aurais dû rester. Effectivement, c'est les sirènes de Nantes, Coco Suedo. Ouais, c'est quoi. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Le confort, le petit truc, parce que t'es un con, voilà. Je me suis dit, t'es un con, William, voilà. Et donc, j'aurais dû rester parce que après, je suis parti à Montpellier, à Nîmes, mais c'est un petit Marseille. Ouais, c'est le même. C'est un petit Marseille. Et c'est la même finalement, je me suis retrouvé là-dedans. Et j'aurais dû rester à Marseille. Et comme quoi, vous voyez, une carrière. Donc moi, je pars à Nantes où je me fais une saison de merde. Philitis, il va à l'OM, il est champion. Oui, bien sûr. Et tant mieux pour Billy, mais comme quoi, voilà. Et des fois, tu fais des mauvais choix, et je reconnais que Tapi avait raison. Et voilà. Et quand il a dit ça un jour, un copain me dit, putain, t'as vu ce qu'il a dit? J'ai dit, mais il a raison. Eh oui, il a raison, alors qu'il n'y avait pas de raison. J'aurais dû rester, j'aurais dû assumer. Mais bon. Et pour ça, et après, écoutez, voilà,
j'ai fini mais ma ça fait- carrière, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai arrêté ma carrière internationale à 28 ans, voilà. Alors que c'est un peu l'âge à laquelle normalement le footballeur atteint sa plénitude, quoi. En général, Ouais. mais pas moi. Moi, Mais moi, mais tu penses que tu es moins bon non, quand non, tu es je à pense Nîmes que ou quand tu es non, non, quand t'es à Cannes, ou c'est juste une question de perception parce que tu joues dans des clubs un peu moins moins non, avec une non, notoriété moindre? non, sincèrement, après, bon, non, après, non, j'étais moins bon. Je pouvais plus jouer latéral, j'étais passé dans l'axe, je pouvais plus. Voilà. Quand tu dis t'es moins bon, c'est que t'es diminué Ben, physiquement? ouais, t'es pas diminué, c'est que tu joues pas pendant un an, après il faut retrouver, après bon voilà, j'ai eu des petits peu pépins physiques, alors que à Nantes, j'avais jamais rien eu, jamais. Ouais. Parce que peut-être que l'entraînement me convenait, voilà. Et des petits pépins physiques, tu reviens, tu cours après la forme, bon, tu fais les saisons, parce qu'à Nîmes, on s'est quand même maintenu, à Nîmes, on s'est maintenu. On s'est maintenu, je suis arrivé latéral et j'ai fini dans l'axe central. Ouais. Voilà. Et l'année d'après, c'est quoi? Ils m'ont pas gardé, ils sont descendus avec Laurent Blanc. Donc, tu penses que tu avais moins confiance en toi lors de cette période, ou c'est vraiment plus un Non, enchaînement non, de non, je physique? pense que voilà, donc le fait ben, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que t'es capable? Et la preuve, bon, j'ai été capable, mais peut-être de revenir voilà, dans des petits clubs qui me convenaient, voilà. Un peu plus familial, voilà. peut-être. Comment? Un peu plus familial, peut-être. Voilà. Ouais. Alors que bon, j'avais encore l'âge mais voilà, d'accepter les défis, voilà, bon, ouais. Bon, après, je reconnais, hein, donc voilà. Non, mais c'est très clair, William. Merci beaucoup. Et quand tu arrives à Cannes, tu es quand même dans une équipe hyper talentueuse. Ouais, Alors, écoutez, je finis ma carrière 32 ans, donc avec Luis Fernandez comme entraîneur, bon, au départ joueur, après il est entraîneur, donc moi je joue dans l'axe, mais j'ai retrouvé à Cannes ce que j'avais connu à Nantes. La même qualité de jeu, le même état d'esprit, et que des jeunes talentueux. Il y avait à la fois une mixture entre des jeunes hyper talentueux et des anciens. vieux, les vieux briscards. Ouais. des vieux briscards qui avaient Ah ben envie de retrouver. moi j'étais le plus ancien, c'est simple. Vieira 18 ans, Mikou 20 ans, Tamada avec aussi. Bedrosian. Après à la formation, tu avais Luxen, mais Clichy, il y avait Zebina, mais ils avaient 14-15 ans les mecs. Ouais, c'était vraiment des générations dorées. Sincèrement, je tire un coup de chapeau à Guy Lacombe, avec son staff, avec Bétoni, avec Jean-Jacques Assot, Michel Trouin, le travail qu'ils ont fait à Cannes. Quand je vois le travail qui a été fait à Nantes, avec Coco Ciodo, les joueurs de Deschamps, de Sailly, Pedros, Ouedec, Loco, Karembeu, mais de malades. Mais à Cannes, ils ont fait la même chose. Ils ont sorti au moins 20 internationaux. C'est un truc de malade. Mais que des super joueurs. Mais bon, et donc, je me suis retrouvé à Cannes. Et à Cannes, ben voilà, c'était un club familial. Voilà, et j'ai retrouvé, j'étais heureux, en fait, voilà. Donc, moi, le très haut niveau, voilà. Bon, après, je joue en D1, mais donc voilà, mais après, je me dis, écoute, William, t'as quand même connu l'équipe de France. T'as été champion, t'as gagné la Coupe de France, j'ai tout connu, moi, en fait. J'ai eu la chance de tout connaître. Mais c'est vrai que j'aurais préféré continuer au très haut niveau, mais bon, c'est comme ça. Mais il faut être clair aussi, hein, 20 sélections en équipe de France, ça équivaut à 80 maintenant. Attention, ouais, 20 sélections titulaires, pas remplaçables. Titulaires. Je suis pas rentré 2 minutes, moi. Ouais, exactement. Et ça équivaut maintenant à 80 sélections, vu qu'il y avait un match. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais à ton époque. Hein. Parce que moi, dans les 20 sélections, j'en ai raté certaines, c'est sûr, 5 ou 6 pour blessure. Après 1 ou 2 ou 3 remplaçants, je pense que j'aurais dû avoir normalement 30 sélections. Voilà. Mais il faut prendre en compte certains éléments. Premièrement, il n'y avait pas beaucoup de remplaçants. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, il y avait très peu de matchs. Et très peu de matchs amicaux, très peu de matchs, alors que là, il y en a plein. Et les compétitions, il y avait moins de matchs dans les compétitions. C'est sûr. Et oui, après, tu avais le championnat d'Europe, mais la France n'était pas toujours qualifiée parce qu'en 88, on ne s'est pas qualifié. Et ouais, donc,
Non, mais écoutez, bon, voilà, avec du recul, voilà, j'ai eu la chance de jouer j'ai joué à Nantes, j'ai joué à Paris, j'ai joué à Marseille. Un peu Bordeaux. Comment? Bordeaux aussi, hein. Ouais, Bordeaux, mais bon, Bordeaux, ça a été du ponctuel. Mon regret, c'est voilà, j'aurais dû rester à Marseille. Bon, voilà, c'est une erreur et je reconnais que Bernard Tapie avait raison. Voilà. J'ai failli, mais bon, c'est comme ça. Ouais, pas de problème. Mais j'ai eu la chance de connaître les meilleurs présidents. Monsieur Fontenot, Francis Borrelli, Loulou Tu Nicolin. retrouves à Cannes d'ailleurs, hein, Borrelli. Ouais, Loulou Nicolin, Bernard Tapie, Claude Bèze. Ouais. Pour moi, les 5 meilleurs présidents. Les 5. Et si tu devais en garder un seul? Putain, là, t'es dur, hein. En garder un seul. Et alors, bon, ouais, c'est sûr que, bon, avec chacun, j'ai pas un parcours, mais j'ai une histoire. Je dirais, il avait quand même, je reconnais que Tapie avait un truc en plus, ouais. Ouais, D'accord. je reconnais. Il était pas facile, mais il aimait les gagneurs en fait. Ouais, c'est un gagneur lui-même. Et il te mettait dans les meilleures conditions. S'il y en avait un quand même si j'ai du respect pour Loulou, pour Monsieur Borrelli, pour Monsieur Fontenot, même Monsieur Claude Bèze, mais je reconnais que il avait un truc en plus quand même. Tapie. Il avait un charisme de malade. Justement, ça ouvre parfaitement la prochaine étape de cet entretien, William. On a pris énormément de temps déjà, c'était très très agréable. C'est les questions mitraillettes, c'est-à-dire des questions où il faut pas réfléchir, c'est à l'instinct, c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Est-ce que ça te convient de clore notre entretien avec cette question? Alors, je commence. Quelle est la plus grosse fiesta que tu as faite après un match? Oh, je crois que c'était à Nantes, après une victoire au Castel. Castel, et c'est une occasion particulière ou Pas du tout, une victoire avec bon voilà l'équipe. Ou je crois que c'était peut-être je crois que c'était le titre 82-83. D'accord. Ouais, deuxième titre. Quel est le joueur qui a été le plus difficile pour toi à maîtriser en tant que défenseur? Il était Toko. Quand tu es au PSG? Ouais, au PSG, ouais. Très difficile à marquer. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as assisté ou participé? Non, j'étais pas non plus. Alors j'étais peut-être dur sur l'homme, mais j'étais pas un bagarreur. Bon après, je pense pas que voilà que je me serais laissé faire, mais j'ai connu une fin de match à Bastia avec Nantes. C'était un peu chaud. Hein. Je pense que bon, heureusement qu'on a perdu parce que je sais pas sûr que on a perdu du stade. D'accord. Alors, on a vu Joël Bas qui nous racontait que le président, une fois, de Bastia était venu avec un fusil à pompe à la fin du match. Nous, je me rappelle que même Max Bossis, et c'est rare parce que Max est discret, il avait pris une claque. Je me rappelle à la fin du match et j'étais stupéfait moi. Et c'était chaud parce que là, c'était la grande équipe de Bastia avec Orlanducci, Marchionni, Caz, Guédon. Là, c'était les tueurs à gages. Hein. Et est-ce que Bossis a répliqué ou non, pas du tout. Non, il a tendu l'autre ça fait partie du joueur. Mais bon, je crois que même lui, il avait été surpris. Chaque défenseur a un petit truc pour arrêter les attaquants ou pour marquer son territoire. C'était quoi le petit truc, William Ayache? Moi, c'était le premier duel, en fait, moi. Ouais, moi, j'avais, je sais pas, le premier duel était important pour moi. D'accord. Premier duel. Et là, bon, voilà, c'est pas que je marquais mon territoire, mais je lui faisais comprendre que mais que j'étais là. Mais le premier duel ou la première relance. D'accord, les premiers moments de match. Oui. Est-ce qu'on a déjà essayé de t'acheter sur le terrain avant un match? Non. Alors, je dirais pas, c'est une bonne question. Alors, je dirais pas acheter parce qu'on pouvait pas, mais on m'a demandé. D'accord. Est-ce que c'était genre en fin de saison ou est-ce que c'était fin de saison? Et je peux pas dire fin de saison. D'accord. Et est-ce qu'un club étranger jamais essayé de non, parce que à l'époque il y avait pas la loi Bosman et que je pense pas que j'étais un grand joueur pour
comme Platini, comme Six pour aller jouer à l'étranger. Voilà. Tu avais un agent pendant ta carrière? Oui, moi j'ai eu Alain Migliaccio, qui est l'agent de J'ai l'impression Zidane. qu'il y avait toute la. Il y avait En lui et fait, Frédéric Dobrage. C'était les deux agents Moi historiques. je venais du sud-ouest de Tarbes et Alain était un palois, donc et c'est Jean-François Larios qui m'a présenté Alain. Quel est le plus gros boucher que tu aies vu sur un terrain? Boucher, non, non, mais et j'aimais bien. J'ai aimé Raymond Domenech. Ouais, non, mais Classique. voilà, j'ai aimé Raymond Domenech parce que vrai défenseur. Bernard Boissier. Ouais. Ah oui. Voilà, non, j'aimais bien ces défenseurs. J'aimais bien Gentile. Voilà, mais bon, pour les Français, j'aimais bien, ouais. Bon, voilà, mais bon, en plus, c'était des gens qui étaient durs sur l'homme, mais Boissier, Caz, Domenech, c'était pas mal. Mais je pense pas que le mot boucher, ils étaient durs sur l'homme, mais c'était pas je pense pas que ça soit des bouchers. Qu'est-ce qui t'a manqué pour marquer plus de buts? Du travail devant le but et après, bon, il faut être, et je pense pas que c'était mon truc. Ouais, j'ai jamais été adroit. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis jamais retrouvé dans de telles situations. Et donc, pour ça, voilà, j'aurais dû mais peut-être débuter à l'école de foot et peut-être jouer comme mes copains attaquants et après passer derrière. Quel est l'héritage que tu laisses au football? Sincèrement, c'est pas une question facile. Ouais, sincèrement. Sincèrement, non, je crois pas que je laisse je sais pas, non, je crois pas que je laisse un héritage. Après, bon, j'avais ma façon de jouer. Aujourd'hui, si je m'identifie aux latéraux, il y en a pas beaucoup qui me ressemblent, voilà. Non, pas beaucoup. Sincèrement, pas beaucoup. Ah, Manuel Amorós, c'était le seul pour moi qui te ressemblait sur l'autre côté. Tu vois. Oui. Alors, bon, Manu avait, je trouve en tout cas plus de qualité offensive. Parce que bon, comme j'ai dit. Et toi, plus défensive. Et moi plus défensif, mais aujourd'hui, non, je peux pas dire qu'il y en a un qui, peut-être Klaus de Nice, Jonathan Klaus. Okay. Peut-être, mais par contre, comme beaucoup, il sait pas défendre. Bon, après, oui, alors c'est exactement ce que disait Amorós il y a 2 semaines, qui disait que les latéraux actuels sont offensivement forcément, sont formidables, mais que défensivement, il y a d'énormes lacunes. T'es d'accord avec ça? Peut-être, mais le problème, c'est que bon, j'ai l'impression qu'on leur a pas appris. Et bon, maintenant, dans les systèmes, on préconise souvent 3 défenseurs, donc les 2 latéraux, c'est des pistons. Et bon, c'est des mecs qui sont ailiers. Après, il faut être intelligent pour jouer, il faut avoir le coffre. Mais bon, je reconnais que quand je vois Hakimi jouer aujourd'hui, quand je vois que le mec, je me rappelle ce but je crois que c'était à Liverpool. Il se retrouve sur la contre-attaque. Au départ, il a non, il est par terre, le mec. Ouais, il est par terre, il se relève et après. Le mec, il est par terre sur le côté droit. Il y a une contre-attaque contre Paris. Paris récupère et sur la contre-attaque, putain, il marque. Mais je me dis, mais c'est exceptionnel. Et je me dis que le mec, mais il est d'une adresse devant le but parce que il a marqué 2 ou 3 buts, mais comme un attaquant. Ouais, bah le but qu'il marque contre Arsenal. Mais c'est exceptionnel. Et après, je vais le voir en difficulté parce que là, après, c'est l'œil du défenseur et je le vois en difficulté contre Martinelli, contre Arsenal. Le premier quart d'heure, il prend le bouillon. Il prend pendant une demi-heure même. Hein, c'est un peu dur pour lui jusqu'à ce qu'il. Il prend le bouillon. Il prend le bouillon. Mais bon, après, je me dis, putain, le mec, il inverse son match. Et après, voilà, moi aujourd'hui, alors j'aime bien un latéral. C'est Lucas Digne. J'aime bien. Ouais. Ah oui. Qui lui est un bon défenseur pour le coup. Ouais, j'aime bien. Il est sobre, il fait son boulot et j'aime bien. Mais après, bon, je peux pas dire qu'aujourd'hui les latéraux français, ils ressemblent à Amorós ou à Ayash ou à d'autres joueurs. Bon, aujourd'hui. C'est surtout que quelque part, sans doute à cause ou grâce à Lilian Thuram, il y a souvent des défenseurs centraux avec des compétences athlétiques qu'on met en latéral. Pavard ou Koundé. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est Koundé. Ouais, voilà. Koundé, il a le côté défensif que t'aimes bien. Alors, moi, j'adore parce qu'en fait, il défend super bien. Alors, moi, c'est ce que je pense. Il a pas toujours les aptitudes parce que au niveau des courses, comme un latéral, mais par contre, putain, mais c'est une merveille. Je le connais pas, je suis fan de Koundé.
Parce que quand je vois le travail qu'il fait à Barcelone, et même à l'équipe de France, mais le mec, il est impassable. Impassable. Et pourtant, c'est un défenseur central de formation. Et s'il joue à Barcelone titulaire, croyez-moi, il se trompe pas, les mecs. Hein. Alors, pour quelqu'un comme Guillaume qui comprend pas vraiment le foot, est-ce que tu peux expliquer ce qui manque aux latéraux modernes par rapport aux défenseurs de son époque? Ce qui manque aujourd'hui aux latéraux modernes. Ouais. Bah, écoute, à un moment, il faudrait que. Mais après, je crois que tu l'as ou tu l'as pas. C'est bon. Moi, j'ai toujours aimé défendre. C'est difficile à expliquer dans l'anticipation, dans le placement. Moi, je l'avais, moi. Donc, bon, voilà. Bon, moi, je parle des Nantais. Derzakarian, il avait. Cambouaré aussi. Bon, je parle des Max Bossis. Voilà, Thierry. Tu l'as. Après, aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que le latéral aujourd'hui, il pense plus à attaquer que défendre, mais peut-être c'est les besoins de l'entraîneur. C'est des schémas de jeu. Quand je vois, même à Nantes, bon, il y avait un bon joueur qui est parti à l'OM, Quentin Merlin, qui est un beau joueur à voir jouer. Mais pour moi, il sait pas défendre. Ben non. Et si il travaille pas ce côté, mais il le dit lui-même, parce que j'ai lu un ou deux trucs, s'il travaille pas, comme il s'appelle, son problème défensif, mais jamais il franchira le pas dans l'équipe de France. Il ira pas, parce qu'il est pas bon défenseur. Par contre, offensivement, mais qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué. Qu'est-ce qu'il est beau. Il a un pied gauche, il est élégant, il est facile, mais par contre, il faut qu'il travaille son côté défensif. Bah, lui, il fait partie, comme tu dis, de ces ailiers gauche qu'on fait redescendre et qui, malheureusement, s'il travaille pas effectivement leur aspect défensif. Mais quel beau joueur. Qu'est-ce qu'il est élégant. Bon, je parle de lui parce que c'est un Nantais, en tout cas formé à Nantes, et je trouve qu'il a du talent, mais défensivement, il a trop de lacunes. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Oh, c'est Platini, oui. Platini, Henri Michel. Ouais. Et quel est le pire joueur? Ouais. Le pire joueur? Bon, non, ça se dit pas, ça. Non, moi, non, d'abord, il y en a pas eu de pire, et après, bon, chacun a ses qualités, donc voilà. Après, bon, non, de pire, non, je crois pas. Quelle est ta plus grande fierté quand tu te retournes sur ta carrière? Qu'est-ce que je me retourne? Ben, en fait, j'ai réussi ce que je voulais faire. Bon, il y a mes parents, voilà, je vais tout faire pour être footballeur professionnel. Donc voilà, ils m'ont donné les moyens par fierté pour mes parents, et voilà, j'y suis arrivé. Je pense que j'aurais pu aller encore un peu au-dessus, faire un peu mieux, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Donc écoutez, on va. Tu vois, William, je crois que c'est fini pour la carrière de footballeur. Enfin, ça va être un peu dur. En revanche, tourneur-fraiseur, tu peux toujours te relancer. Hein, si tu as vraiment. Non, le CAP est toujours ouvert. Alors, je vais vous dire, je suis à la retraite et j'apprécie ma retraite. D'accord. Alors, petite blague, et il va nous détester pour ça. On a eu Loïc Amis sur le programme. Oui. Et à un moment donné, on lui pose des questions, blablabla, celle-là. Et à un moment donné, il est pas très content et il nous dit non, mais vous m'avez pas posé la question. Quoi. Vous m'avez pas posé la question la plus importante. Alors, on dit, c'est quoi cette question? C'est et il nous dit, voilà, la question que j'aurais aimé que vous posiez, quel était mon hobby en plus du foot quand j'étais footballeur professionnel. D'accord? Donc on lui pose la question. On dit à Loïc, c'est quoi alors ton hobby? Qu'est-ce que tu aimais faire en dehors du foot? Est-ce que tu connais sa réponse? Je crois. Vas-y. La pêche. Non. Alors ça, c'est ce qu'il aime faire à la retraite. Mais alors attends. C'est introuvable, hein, tu trouveras jamais. Ouais, bon courage. Le Lolo, c'est pas bon. Le golf, non, c'est la pêche. Vas-y, dis-moi, je sais pas. La sieste. Ah ouais, Lolo. Ah oui, c'est vrai qu'il aimait bien la sieste. Lolo. Mais bon, je crois comme tous les footballeurs. Bon, voilà. Après, bon, on s'aperçoit aujourd'hui l'importance de la récupération, parce que nous, à notre époque, je m'excuse, on n'avait pas la cryothérapie. Hein. Non, vous aviez rien du tout. Vous aviez un kiné pour 25 personnes. Mais les mecs aujourd'hui, ils arrivent à midi. Non, ils arrivent à 8h au stade. Et ils partent à 17h. Ils ont quelqu'un qui leur fait à manger le midi. Mais nous, à
Moi, des fois, à 15h, j'allais à Intermarché faire les cours, je me prenais des Mars et des Nuts. Non, mais c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est clair. La différence que nous, on avait, c'est que nous, l'après-midi, on allait faire les courses à Intermarché ou à Casino. Mais vous croyez que les mecs au PSG, chérie, il manque des pâtes, tu vas au Casino, mais ils ont le majordome, les mecs. Et oui, mais c'est toute la différence, c'est l'évolution. Les mecs, ils arrivent à 8h, ils repartent à 17h. Le mec, il est massé, étiré, il a tout, le mec. Il a un préparateur vidéo qui lui fait, tiens, regarde tes meilleures actions, t'es moins bonne. Mais putain, mais nous, on n'avait pas ça, quoi. Et vous imaginez, c'est énorme. Et le mec, en plus, aujourd'hui, ils ont les moyens, en plus de leur entraîneur, de prendre un préparateur mental et physique. Et un chef, et un cuisinier, et un chef à la nutritionniste. maison. Mais putain, mais elle est belle, l'histoire. Mais moi, j'aurais signé tout de suite. Alors, si maintenant on te donne le choix de revivre maintenant à cette période, sachant qu'en plus, tu as quand même les réseaux sociaux où tu dois gérer ta vie privée, etc. Donc, qu'est-ce que tu préférais? Non, je préfère ma vie d'avant, ouais. Ouais, bon, moi, j'ai pas les réseaux sociaux, donc c'est pas mon truc aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que je leur reproche. Ils vont bouffer au restaurant, on voit, ils sont avec telle personne. Là, je vois un joueur, il a acheté une voiture. Bon, je vais pas dire le nom, à Paris, 900 000 euros, mais il y a des mecs qui crèvent. On s'en fout. Qu'est-ce que le mec, il sort du restaurant avec la Rolls ou je sais pas quoi, ou la Bentley. Bon, ils sont ridicules. Mais aujourd'hui, malheureusement, le paraître est important. Le paraître. Mais ils sont sur une autre planète, les mecs. Les mecs, ils ont des jets, ils voyagent en jet privé, ils ont les moyens. Moi, j'habite Cannes, les mecs, ils viennent à Cannes, c'est pas une chambre, c'est 10 chambres qu'ils prennent au Carlton ou au Martinez. Et les mecs, ils privatisent les boîtes, mais c'est un truc de malade. Bon, non, je préfère mes souvenirs d'avant. Non, je les envie pas. Pourquoi? Parce que nous, on avait l'amour du maillot. Moi, j'avais l'amour du maillot de Nantes. Je pense pas que ce soit des passionnés. Par contre, bon, tant mieux pour eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Ok. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, William. On t'avait même pas demandé si on pouvait te tutoyer, hein, donc j'imagine que c'est ok. On s'en fout, c'est pas grave. Non, mais vous êtes sympa, donc. 3 heures plus tard. C'est un plaisir. Après 2h30, bonne question, Michel. Ouais, je sais. Alors, dernière question, c'est qui ton meilleur pote dans le foot? Alors aujourd'hui, je suis bien avec Bruno Bellone et Luc Sonor. Ah, d'accord. Bah oui, Luc Sonor qui nous a donné ton numéro. Merci, Luc, hein, d'ailleurs, de nous avoir connectés. Ouais, Luc, j'aime beaucoup Luc et Bruno. Après, je reconnais que j'ai coupé court avec beaucoup. C'est un monde un peu particulier. Ouais, bien sûr. Donc, écoutez, moi, je suis dans ma petite retraite. Je vous le dis sincèrement, je regarde plus de matchs. Bon, j'ai regardé PSG quand même et l'Inter de Milan contre Barcelone. Et je regarde que des matchs de rugby. Et retour au... Comme Gaël Givet. Et je me régale. Et moi, je suis de Tarbes, donc je suis supporter du Stade Toulousain et de Bègles-Bordeaux. Bon, j'aime le rugby, j'aime les valeurs qu'il véhicule et je me retrouve un peu là-dedans. C'est marrant parce qu'on a eu Gaël Givet il y a pas longtemps qui disait exactement la même chose, que lui, il regarde quasiment plus de foot, qu'il se reconnaît pas du tout dans ce milieu. Il disait pareil, qu'ils étaient ridicules, que c'était limite, qu'il avait limite honte d'avoir été footeux quand il voit les footeux d'aujourd'hui. Ah, mais je suis d'accord, je connais pas trop Gaël parce qu'il est plus jeune que moi, mais ils sont insupportables, les mecs tatoués. Mais je rigole, mais c'est un truc je rigole. Mais bon, c'est un autre monde et je leur souhaite bon courage et bon, en tout cas, bon, ils vont pas gagner beaucoup de titres, mais ils vont gagner beaucoup de pognon surtout. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas, William. Vas-y, si tu passes par New York, vraiment avec très grand plaisir. J'adore New York. Ok. Avec plaisir. Le resto est pour moi. Et si un jour vous passez à Cannes, vous m'appelez, avec plaisir. Avec plaisir. Avec grand plaisir, William. Vraiment, c'était super sympa. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, William. Bisous. Merci. Un plaisir. Au revoir. Bye. Bye. C'est la fin de ce deuxième épisode du podcast des légendes avec William Ayache. On espère que ce cycle consacré à l'ancien latéral de l'équipe de France vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous souhaitez entendre votre message diffusé dans le podcast des légendes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressant de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter, allez sur notre site web, vous verrez c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.